Mesdames, messieurs, alors d'abord un grand merci à la chaire de l'École navale de m'avoir conviée ici pour vous apporter mon témoignage. C'est bien un témoignage, donc c'est un ressenti, c'est mon ressenti. Je cherche pas du tout à asséner des vérités ou encore moins à faire vivre des clichés. Je vous partage juste mon expérience, mon petit bout de chemin dans la marine. Et pour ça, un grand merci à tout le monde d'être ici. Alors, ce petit bout de chemin dans la marine, il a commencé un peu plus tard que le bordage. Ne vous inquiétez pas, je vais pas utiliser trop de jargon militaire, c'est même le seul mot, je crois, de ma présentation. Le bordage, c'est l'officier de l'école navale qui intègre finalement son école d'ingénieur juste après sa prépa. Donc, il commence sa formation dans la marine dès ses 20 ans. Pour ma part, j'ai fait mes études dans le monde civil. J'étais à l'université Paris-Dauphine dans la filière des maths. En année de césure, j'ai décidé de rechercher une expérience qui sorte de l'ordinaire, originale, qui me permette de sortir des maths pendant une année avant d'y revenir, parce que finalement, ça me plaisait bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert la marine. Je me suis engagée pendant 1 an en tant que volontaire officier aspirant. Et ça m'a bien plu, surtout que l'idée initiale d'une année sous les tropiques était assez alléchante. Finalement, j'ai été affectée à Brest, mais pour la Parisienne que j'étais, c'était une certaine forme de dépaysement. Et j'ai bien aimé ça. Alors cette première expérience professionnelle, elle a fait son office, puisque j'ai décidé après d'approfondir ma culture de défense dans le monde civil, en réalisant un Master 2 en apprentissage chez Thales. Alors après ce Master 2, il a fallu que je trouve ma voie, mon métier, et là j'ai mon esprit très cartésien de matheuse qui est revenu au galop, et j'ai décidé de comparer mes 2 expériences, l'une militaire et l'une civile, pour pouvoir choisir tout simplement. Alors d'abord pour l'expérience civile, mes petits calculs ont été assez vite réalisés et je tombais à peu près à 60% de pénible. En fait, quand on a 20 ans, comprendre qu'on va se lever tous les matins de sa vie, c'est terrible. Et il est resté 40% de positif. J'ai adoré rencontrer du monde, être stimulé, être challengé. Pour la marine, on tombe à 80% de pénible, parce qu'il faut se lever tous les matins, et en plus, il faut se lever en plein milieu de la nuit pour aller prendre son quart. Donc, c'est encore plus terrible. Alors, honnêtement, il y a quand même certaines suggestions qui peuvent être assez pesantes. Et du coup, vous comprenez qu'il reste 20% de positif. Mais ce positif-là, ces 20%, ils sont hors normes. Ils sont totalement exceptionnels. Et rien que pour ces 20%, l'idée d'y passer ma vie a été comme une évidence. Je pense que vous comprenez bien que dans ces 20%, les relations humaines sont assez prégnantes. C'est Saint-Exupéry qui disait que la richesse d'un métier était avant tout d'unir les hommes. Et là, on y est complètement. Et je crois que je suis venue ici justement pour parler de ça, de ce leadership qui permet d'unir les hommes et les femmes. Alors, en toute humilité, du haut de mes 10 ans de la marine, j'ai pas encore mes 30 ans de service, mais je crois être légitime pour pouvoir parler de leadership. En revanche, c'est vrai que le leadership au féminin, j'avoue avoir un peu séché. Pour être assez honnête, je suis allée sur Internet essayer de trouver un peu d'inspiration, une petite punchline assez percutante ou un argumentaire solide. Et en fait, j'ai vite compris que j'étais juste là pour vous partager mon expérience. J'étais pas là pour faire une thèse, antithèse, synthèse du bien fondé ou la place des femmes comme chef. Il y a plus à le faire, on le sait bien aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti pour vous partager mon expérience. Alors j'ai eu la chance de naviguer sur plusieurs bateaux de guerre, des beaux bateaux comme le Cassard, le Dixmude et le Chevalier Paul. Ces affectations m'ont mené vers le commandement du bateau école Panthère à Brest. Et j'ai ensuite découvert la vie à terre, d'abord dans un état-major à Nouméa, il y a 1 an, donc le vrai dépaysement, il était là, finalement. Et aujourd'hui, comme vous disiez, comme aide de camp de la ministre des Armées. La marine, elle est un de ces métiers, c'est pas le seul évidemment, mais un de ces métiers qui permet aux jeunes recrues d'accéder très vite à des positions de leader, en fait, dès la première affectation. Et du Cassard, quand j'avais à peine 25 ans, à aujourd'hui, à l'hôtel de Brienne, où se situe le ministère des Armées, j'ai eu à faire preuve de leadership, et c'est aujourd'hui, je trouve amusant de voir comme toutes ces affectations ont forgé mon leadership, mais l'ont également fait évoluer. En fait, je pense pas qu'on puisse résumer le leadership au genre de celui qui l'exerce, tout simplement parce qu'il n'est pas figé. Comme je dis, il évolue, il se nourrit des expériences, il se nourrit des rencontres, il s'épaissit, il mûrit, et donc on peut surtout pas le réduire au genre de celui qui l'exerce. Il peut pas être réduit au simple fait d'être une femme ou un homme. Donc voilà, vous avez compris, ma conclusion, enfin mon introduction, c'est ma conclusion. Pour moi, le leadership n'est pas genré. Il y a autant de leadership que de caractère, et le caractère, il est propre à chacun, au-delà de son sexe.
Donc pour illustrer ça, je vous propose qu'on prenne toutes mes affectations par ordre chronologique et que j'essaye d'en faire ressortir à chaque fois une dominante de leadership pour voir justement comment il a évolué. Alors d'abord le Cassard en 2012. Le Cassard, Feu le Cassard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était des armées, c'était une énorme frégate, super armée, super technique, avec un gros équipage de 300 marins. C'était exclusivement des hommes, format ancienne génération. On était pourtant 2 femmes à bord, 2 officiers qui partagions la même chambre. Donc voilà pour le décor. Et je dirais que j'ai agi comme chef durant cette année-là, par mimétisme. En fait, j'ai observé, j'ai appris, je me suis identifiée à certains modèles, j'ai voulu leur ressembler. Et ça a modelé finalement ce qui allait être ma manière de commander, ou en tout cas le socle. Voilà, en fait, en un mot, le Cassard, ça a été l'apprentissage, la modélisation de mon leadership. C'est sur ce bateau que j'ai su que je voulais être canonnier, donc m'occuper des canons à bord. J'ai été formée et éduquée par les canonniers du bord, ce qu'on appelle le service ART, le service des artilleurs. Alors, ce ne sont pas les plus tendres. Il n'y a pas de confiance a priori, mais ni pour les hommes, ni pour les femmes. C'est pour tout le monde, pas de confiance a priori. Il faut faire ses preuves. Mais après ça, quand on a fait ses preuves, on va au bout du monde avec eux et même encore plus loin. Donc, c'est comme ça, sur le Cassard, que j'ai trouvé ma spécialité, ma voie, VOIE, mais aussi ma voie VOIX, parce que j'allais comprendre que mon principal outil de travail, ça allait être ma voix. Il allait falloir donner des ordres avec assurance, expliquer, fédérer et commander, en somme, avec sa voix. En parallèle de ça, et pour revenir au sujet qui nous anime aujourd'hui, j'avais un credo qui était que je voulais pas, autour de tous ces hommes, je voulais pas jouer de ma féminité. En fait, je voulais être jugée à ma juste valeur. Et on est en plein dans le thème. En fait, je ne voulais surtout pas genrer mon management. Alors voilà pour ma première affectation. Ensuite, j'étais affectée sur le porte-hélicoptère amphibie Dixmude. Et alors comment j'y ai étoffé mon leadership? Je dirais pendant cette affectation-là par l'exemplarité. Ce bateau, il est parti cette année-là pour la mission Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'école d'application pour les officiers de marine. Donc c'est une mission où on part loin, on a été jusqu'au Japon, on part longtemps, à peu près 5 mois, alors je sais pas si c'était un peu moins ou un peu plus, mais on va dire 5 mois, avec un équipage très hétéroclite, qui est constitué des élèves de l'école navale, donc, qui sont là pour être formés, des marins du bord, évidemment, et des soldats de l'armée de terre, puisque c'est des missions amphibies qu'on fait de la mer vers la terre. Et c'est pendant cette mission que je comprends que le chemin le plus court, qui n'est pas le seul chemin, mais le chemin le plus court vers un leadership efficace, c'est de susciter l'adhésion. Et pour ça, il n'y a pas de détour, il faut être exemplaire. Si on est à 100%, il y a des chances que nos subordonnés le soient aussi. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que si on est à 50%, nos subordonnés, ils vont pas être plus de 50%. Par exemple, lors de cette mission, on n'a pas eu d'escale pendant un bout de temps au début, parce que le bateau a été dérouté pour procéder en urgence à une évacuation de ressortissants au Yémen. Il était en 2015, en plein cœur de la guerre là-bas. C'était une mission, c'était grisant. Tout l'équipage a été totalement investi de cette mission. Mais l'engouement a été tel pour cette opération que celui pour la mission initiale en apathie finalement. Et la fatigue s'est très vite fait sentir. Il y a eu comme une forme de décompensation. Sauf qu'on était en tout début de mission. Il nous restait 3 mois et demi avant de rentrer à la maison. Il y a bien une chose devant laquelle on est tous égaux en mission. Les hommes, les femmes, du matelot au commandant, c'est la fatigue. Et pour autant, c'est bien à ce moment-là qu'il faut, nous, leaders, combattre sa propre fatigue pour porter son équipe. En fait, il faut mettre en application l'adage, je ne sais pas si c'est marin ça ou si ça existe dans le monde civil, mais l'adage d'être absorbeur de pression et diffuseur d'énergie. L'expérience m'a fait comprendre aussi qu'avoir du cœur, c'était assez pratique. Faire preuve d'empathie, ça donnait en général les bonnes réponses. Et il faut bien comprendre que quand on part longtemps en mer, l'équipage devient une sorte de substitut familial. On en assume certaines charges, on peut dire. Et il faut que le marin, notre subordonné, se sente soutenu, ou du moins qu'il se sente libre d'évoquer ses difficultés. Et j'ai eu l'exemple sur ce bateau d'un jeune fusilier marin qui est venu me voir entre 2 quarts pour me faire part d'une difficulté qu'il traversait. Et en fait, il m'annonce qu'il venait d'apprendre que sa sœur battait sa mère à terre. Alors, j'ai été complètement choquée. Enfin, je suis très très loin de cette misère sociale. Lui était totalement démuni, il ne savait pas quoi faire en plein milieu de la mer face à cette situation.
Et en fait, ma réaction, elle a été hyper naturelle et immédiate. Je me suis même surprise de la facilité avec laquelle j'ai trouvé la réponse à cette question qui ne me posait pas d'ailleurs, mais à cette situation qui était assez inédite. Alors, ça n'a strictement rien de transcendant. Je lui ai simplement laissé l'opportunité de pouvoir appeler sa sœur et sa mère depuis mon bureau, donc qu'ils puissent... moi, je pars, je suis allée ailleurs, et qu'ils puissent fermer la porte. En mer, il faut bien comprendre, on n'a pas de portable, on ne capte pas. C'est un univers qui est même si on est en plein milieu de l'océan, mais qui est quand même assez cloisonné. On n'a pas de contact vers l'extérieur. Sur le bateau, il y a seulement les officiers qui ont des téléphones fixes qui leur permettent d'appeler l'extérieur de par les fonctions qu'on exerce. Mais l'équipage, il a certains téléphones en coursive, mais il a peu l'occasion de pouvoir s'isoler. Donc, il faut savoir composer. Les codes classiques du management ne s'appliquent pas forcément. Et je me suis rendu compte que finalement, faire preuve d'empathie, avoir ça qui est quelque chose, je pense, d'assez inné, finalement, je suis pas sûre qu'on puisse l'acquérir ou pas, mais ça m'a aidé à trouver des bonnes réponses. Voilà, alors on commande avec ses pieds, on se déplace, on doit créer du lien, on commande avec sa voix, comme je disais, mais je pense que commander avec son cœur, c'est essentiel aussi. Alors, concernant ma survigilance sur ce qui pourrait être apparenté à de la séduction, c'est encore bien présent sur le Dixmude. Je me maquille pas, je porte une TPB, donc c'est la combinaison qu'on porte en mer, un peu grande. Je marche en rentrant les épaules. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai des vêtements à ma taille, je me maquille un peu, mais je regarde la Clémence que j'étais à l'époque avec indulgence. C'était important pour moi à ce moment-là. Je pense que toutes les jeunes femmes n'ont pas besoin de passer par là. Et il faut surtout pas effacer sa féminité. Mais écoutez, moi à cette époque-là, ça me rassurait. J'avais le sentiment de pas être l'objet de rumeurs, et j'avais le sentiment que c'était grâce à justement à ce comportement que j'avais. J'en sais rien si c'était ça. Mais voilà, à refaire, je pense que je referais pareil, mais c'est pas forcément un conseil que je donne. Alors, venons-en au Chevalier Paul, maintenant, ma troisième affectation. Alors, le Chevalier Paul, c'est une frégate de défense aérienne, c'est comme le Cassard, mais nouvelle génération. C'est une pépite de technologie, et comme c'est moderne, c'est féminisé. Ils ont pu construire le bateau pour pouvoir accueillir des femmes. Je dirais que ce bateau, il m'a apporté la légitimité, ou du moins le sentiment d'être légitime, celui dont les études montrent qu'il manque à beaucoup de femmes dans le milieu professionnel. En fait, ça a été 2 années qui ont été très très denses, hyper intenses. On est beaucoup partis en mer. On a fait beaucoup d'opérations extérieures, entre autres en escortant le Charles de Gaulle dans le golfe Arabo-Persique ou dans le canal de Syrie. Et j'ai été beaucoup mise au défi par ma hiérarchie qui était top sur ce bateau-là. Et en fait, cette affectation, pour moi, ça a été révélateur. Le dénominateur commun alors pas forcément le plus fort, mais le plus marquant des bons leaders, c'est la performance. En fait, c'est un impératif. Vous parliez de succès de la mission, c'est un impératif, c'est le b.a.-ba d'un bon leader. On ne peut pas être un bon leader si on n'est pas performant. Les hommes et les femmes sous nos ordres, ils n'attendent qu'une chose avant tout, c'est que leur chef soit bon. Avant d'être gentil, avant d'être un bon communicant, il faut qu'il soit bon, qu'il sache prendre les bonnes décisions et qu'il sache les prendre au bon moment. Je me souviens, là, pour illustrer ce propos, d'un quart sur le Chevalier Paul qui naviguait dans le canal de Syrie, proche des côtes. Moi, je prenais le quart aux centrales opérations de 4h à 8h du matin. Donc, on est le bateau d'or, il y a juste les équipes de quart en passerelle pour la navigation. Aux centrales opérations qui veillent tous les senseurs du bateau, les radars, sonars, etc. Et les équipes de la machine qui vont faire avancer le bateau. Donc, quart de 4h à 8h, qui est assez calme. Mais à 5h du matin, ça commence à s'agiter. Les capteurs du bateau montrent sur les scopes du central opération, du système de combat, que les forces russes s'animent. On voit des avions de chasse qui décollent de Syrie. On voit des bateaux qui appareillent du port. Les Russes ont une base en Syrie à Tartous, donc des bateaux qui appareillent du port. Tout ça en se rapprochant de nous. On ne connaît pas leurs intentions. Donc là, vous imaginez bien que la tension, elle monte d'un cran aux centrales opérations. On comprend finalement qu'ils vont tirer un missile de croisière depuis un sous-marin qui est très proche de notre position vers la côte. Donc c'est pas dirigé contre nous. Il n'empêche que c'est une situation qui est totalement inédite et qui fait que la tension monte encore. Et là, je peux vous dire que chacun des membres du central opération, ils connaissent leur checklist par cœur. On s'entraîne tous les jours en mer et même à terre avec des simulateurs pour ça. Donc j'ai entière confiance en tout le monde. Mais dans des situations singulières comme ça, ils se retournent tous vers le chef.
Et là, il n'y a pas de question. Il se trouve que c'était moi le chef du central d'opération à ce moment-là. Et je me souviens m'être dit, tiens, c'est marrant. Alors là, être un homme ou une femme, mais peu importe, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est la performance, c'est avoir confiance en nous et en notre réaction. Et c'était complètement révélateur. Je l'ai vécu sur le moment. Alors voilà pour le Chevalier Paul. Venons-en maintenant au point culminant de cette première partie de carrière embarquée, qui était mon commandement du bateau école Panthère. Alors les élèves de l'école navale, eux, vont tout au long de leur formation, il va y avoir des sorties en mer, ça va jalonner leur formation pour qu'ils apprennent à naviguer, tout simplement, parce qu'ils vont être affectés sur des bateaux derrière. Donc il y a 8 bateaux, ça s'appelle la ménagerie, donc il y a la Panthère, le Chacal, le Lion, enfin il y a 8 bateaux comme ça, et on est là pour les former. On a parlé précédemment de performance, on a parlé d'exemplarité, d'empathie. Et bien là, je dirais que le maître mot de cette affectation-là, ça a été la transmission. En fait, j'ai compris la valeur de la transmission dans le leadership. J'ai compris que ça y est, comme le jeune officier que j'étais sur le Cassard, certains jeunes officiers allaient s'identifier à moi, allaient prendre le bon, allaient rejeter le mauvais. Et ça, c'est une part du job que j'ai adoré. Je me suis complètement épanouie là-dedans et j'ai aimé leur donner les bonnes clés. J'ai un souvenir là-dessus. Alors, c'est très anecdotique, mais c'était assez rigolo. On était partis en mer sur alerte pour aller identifier une coque d'un bateau vide, mais qui avait dérivé à cause d'une tempête, je ne sais plus laquelle. Donc, on navigue toute la nuit. On fait des patterns là, pour essayer de retrouver cette coque. Et au petit matin, on retrouve cette coque au large d'Ouessant qui s'avère être immergée. Donc, qui en fait constitue un danger pour la navigation encore plus grand parce qu'il est bien présent, mais en plus, on ne le voit pas beaucoup. On essaye de le remorquer, ça s'avère trop dangereux. Et du coup, en concertation avec l'état-major à terre qui nous commande, nous, quand on part en mer, on décide, le commandant, ma pomme et l'état-major, on décide d'y mettre une mire radarisable qui permettra aux bateaux alentours qui ont un radar de pouvoir percevoir ce danger avant d'arriver dessus. Comme ça, ils pourront se dérouter. Et ça permettra également au bateau qui ira chercher cette coque pour la remorquer de pouvoir le retrouver rapidement. Quand un bateau est complètement immergé ou au ras de l'eau, les radars n'arrivent pas à l'accrocher. Donc, il faut y mettre quelque chose. Donc, je me retrouve devant mon équipage. C'était au tout début de mon commandement. On se connaît assez peu. Je leur dis, bon, bah voilà, il va falloir mettre une mire radarisable. Et là, ils me regardent tous avec des yeux ronds. Mais on n'a pas ça à bord, commandant. Et puis, c'est quoi d'ailleurs, une mire radarisable? Et du coup, là, je me retrouve à leur expliquer, comme ce qu'on m'avait expliqué sur le Cassard. En fait, quand on s'entraîne sur les gros bateaux qui ont des systèmes de combat, quand on s'entraîne au tir par les canons, on va créer des cibles qui vont permettre au radar du bateau de pouvoir l'accrocher. Donc en fait, la cible, on va l'envoyer en l'air, ou d'ailleurs sur l'eau aussi, mais on l'envoie en l'air. Le radar du bateau, le radar de conduite de tir, va réussir à l'accrocher parce qu'on aura mis une matière spécifique dessus, et ce qui permettra après de pouvoir rallier le canon qui va tirer sur la cible et la détruire. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on m'avait appris dès mes premières affectations. Et ça a été amusant de leur expliquer et leur dire, bon, bah, je sais pas quoi, il doit bien y avoir des canettes de soda vides à bord, je vous vois avec votre coca tous les jours, là, bah, allez me chercher ça. Et on construit ça ensemble. Et en fait, ça a été un super moment en équipage. Avec les moyens du bord, j'avais mis une petite photo. Voilà. Donc ça, c'est ça, la mire radarisable. On s'est retrouvés à faire ça. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, voilà, en fait, commander, c'est aussi partager ses connaissances, c'est transmettre. On doit être des leaders performants, c'est la base. On doit être exemplaire. C'est mieux si on fait preuve d'empathie, mais on a aussi en fait un devoir, et le devoir de transmettre nos connaissances pour élever ses subordonnés. Alors aujourd'hui, en tant que aide de camp de la ministre des Armées, je suis moins en position de leader, mais pour autant, je continue, je pense, à étoffer mon leadership, ne serait-ce que par les chefs que je côtoie. Je la nomme très simplement, mais Florence Parly, la ministre des Armées, est pour moi un modèle de commandement, un modèle de sobriété. Je vais peut-être rajouter ça dans les petites cordes à l'arc de mon leadership. Mais je dirais que si je dois trouver une dominante ou un maître mot pour cette affectation-là, faut encore que je travaille. J'ai pas fini mon affectation, mais là je dirais après 1 an, je dirais que c'est la sincérité. En fait, on a le droit de pas aimer être chef. Et puis si on n'aime pas, c'est pas grave du tout. On sera très très bon ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que si on n'aime pas ça, il faut pas le faire parce que on sera jamais un bon leader si on n'aime pas être un leader, tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini de mon témoignage. Merci beaucoup de m'avoir écouté. L'idée, c'était de dire que d'année en année, on ajoute de l'épaisseur à son leadership.
on se connaît mieux, on se fait plus confiance, on mûrit, et ça, peu importe le genre, finalement. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie encore une fois d'être aujourd'hui parmi nous. Et donc là, je vous invite pour commencer notre table ronde, la première session qui s'intéresse plutôt au leadership au féminin avec sa particularité. Et donc, ça sera un échange, un débat entre chercheurs et décideurs, comme l'intitule, comme le titre de la 3e édition de notre journée. Donc, le but est vraiment d'avoir des regards croisés entre les chercheurs et les décideurs, de partager les connaissances professionnelles de nos parties prenantes, leurs témoignages qui sont vraiment très, très intéressants. Et donc là, ça va durer 45 minutes et je vous invite à prendre place pour notre table ronde. Merci.